Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Génération Remote, je reçois Mathieu Milot. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour et merci de m'accueillir dans ton émission. Je m'appelle Mathieu donc et je dirige une partie de l'équipe intelligence chez Dropbox. Plus précisément, mon poste consiste à collaborer avec nos équipes commerciales, marketing, mais aussi nos partenaires et je les aide à optimiser leur stratégie de commercialisation. Je travaille surtout avec les zones EMEA, Asie-Pacifique et Japon. Mais j'ai aussi beaucoup d'interactions avec les États-Unis. Les États-Unis parce que notre siège social y est situé. Ok. Et donc, on va parler avec toi aujourd'hui de Dropbox parce que Dropbox a choisi de passer en ce qu'ils appellent Virtual First, qui est en fait du full remote, si je comprends bien, à la fin de l'année 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Virtual First ? Est-ce que c'est vraiment du full remote comme on l'entend ? Et pourquoi est-ce que Dropbox a choisi de partir sur ce nouveau type de travail? Virtual First, c'est notre nouvelle culture d'entreprise. Quand la pandémie a frappé, le travail à distance a commencé par être une nécessité avec la fermeture de tous les bureaux, le confinement. Puis chez Dropbox, ça nous a vraiment permis de repenser entièrement notre stratégie, notre culture d'entreprise. Et je vais revenir sur, je crois plus tard, on va revenir sur qu'est-ce que c'était notre culture avant la pandémie. Ouais. Mais le passage au télétravail a vraiment changé toute cette culture. Et en tant que créateur d'outils pour les équipes qui travaillent à distance, on a vite compris aussi qu'il y a des nouvelles formes de collaboration voyaient le jour et que le travail serait plus jamais le même. Je pense, je sais pas si c'était ton cas, mais moi, quand la pandémie a frappé, j'ai vu le chaos des premiers jours quand tout le monde est passé à télétravail en même temps. Ouais. On s'est vite rendu compte qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait apprendre à être plus productif, que c'était une nouvelle réalité de travail. Par exemple, la multiplication des réunions Zoom ou Teams, c'était infernal dans les premiers jours. Donc, nous, en 2020, donc on était encore dans la pandémie, les bureaux étaient encore fermés, on a lancé Virtual First. Ça a été, comme j'ai dit tout à l'heure, une grande évolution pour notre culture, une des plus grandes depuis la création de l'entreprise. Et nos 3000 employés dans le monde maintenant expérimentent ce modèle. Et ce modèle Virtual First, ça signifie que, et c'est très important, le travail à distance, c'est la principale expérience pour tous nos employés dans le monde. Et encore plus important, tout le travail individuel est effectué à distance. Donc c'est vraiment du full remote, quoi. Est-ce que du coup tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que Dropbox a choisi de passer à un fonctionnement, alors tu nous as pas dit quel était le fonctionnement avant, mais j'imagine que c'est un fonctionnement plutôt classique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer de ce fonctionnement avant la pandémie à ce fonctionnement Virtual First? Ouais, je vais répondre au pourquoi. Après, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'était notre politique avant ce passage. Donc, quand on était pendant la pandémie, on s'est vite posé donc la question de notre culture, des impacts de la pandémie. Comme on voyait que le monde changeait, et en plus, nous, comme j'ai dit, on vend des outils pour la collaboration au travail à distance. Donc, on a commencé à se poser des questions. On a rencontré des entreprises qui pratiquaient déjà le télétravail avant la pandémie. On a mené aussi plusieurs enquêtes à l'interne avec nos employés et on a posé des questions à tous les collaborateurs par rapport aux différentes options, différents modèles de travail. Et une des principales conclusions, c'est que nos employés, ils voulaient pas revenir comme avant. Ils voulaient à 74% continuer à travailler en télétravail à distance. Ils voulaient pas retourner en full bureau. J'ajouterais aussi que ça s'est fait quand même en douceur parce que le timing était bon. Les bureaux étant fermés, ça n'a pas été un choc aussi grand, j'imagine, que si les bureaux avaient été ouverts. Donc, il y avait un bon timing pour faire ce changement. Et je pense qu'on a été visionnaires aussi, parce qu'on a été les premiers à le faire. C'était
avant la fin de la pandémie, si on peut affirmer qu'elle est terminée maintenant. Donc c'était en 2020. Et moi, je pense que notre fondateur a été visionnaire de se dire, ben, je ferme les bureaux, je ferme les bureaux comme ils étaient avant, et on repart dans une complètement nouvelle culture. Et peut-être un petit mot sur qu'est-ce que c'était avant la pandémie Dropbox. Ben, notre bureau, c'était le lieu de travail quotidien. Moi, j'y allais à chaque jour, tous les jours de la semaine, 5 jours. Certains avaient une journée de télétravail par semaine pour avoir par exemple, des week-ends à l'extérieur du lieu de travail. Mais vraiment, la priorité, c'était la qualité de l'expérience au bureau. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de visiter un bureau comme Google, Facebook, LinkedIn, mais c'était assez extraordinaire. Ouais. Les gens, ils venaient travailler chez Dropbox pour le bureau. Et avec la pandémie, on s'est dit, ça sera plus pareil. Les gens, ils voudront plus venir au bureau. Ils vont plus faire 1 heure et demie de transport pour venir au bureau matin et soir. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'éloigner de cette culture de bureau tech? Et pourquoi pas privilégier le bien-être de nos collaborateurs au lieu des lieux. Et ça a été ça le gros changement. C'est intéressant parce que tu dis que donc vous avez fait un sondage interne qui dit qu'il y a 74% des gens qui étaient pour. Est-ce que tu as du détail? Est-ce que tu sais si c'est par exemple 74% pour du full remote? Ou est-ce que dans les 74%, il y avait des gens qui auraient voulu faire, je sais pas, 3 jours au bureau, 2 jours chez eux ou l'inverse? Est-ce que tu as ce niveau de détail? Le détail que j'ai, c'est que c'était soit full, soit partiel. Donc, j'ai pas le split entre les deux. Je dirais qu'à ce moment-là, on était encore dans la pandémie, dans les bureaux fermés. Et je pense que là, les gens, ils commençaient à dire... ils commençaient après, encore une fois, le choc du début, l'ajustement du début, puisque pas tout le monde était prêt à travailler, à avoir un espace où il était bien pour travailler chez eux, par exemple. On l'a tous vu, hein, avec des collègues, des amis. Moi, j'avais des amis dans d'autres sociétés, mais ils se retrouvaient et ils étaient pas prêts à travailler. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas d'écran, donc ils travaillaient sur leurs genoux, sur leur canapé. Donc, ça a pris au début un peu de temps pour tout le monde pour s'adapter. Mais tous les gens, après quelques semaines, quand on a fait nos enquêtes d'opinion, en tout cas 74% des gens, ils voulaient vraiment pas revenir à un modèle full bureau. Ils voulaient que ça change. Donc déjà, c'était une conclusion, il faut faire des changements. Et là, on s'est posé la question, mais quel type de changement on peut faire? Et c'est là qu'on s'est dit Virtual First, ça va être notre modèle. On va être des pionniers du travail, télétravail à temps plein. Et on a vraiment fait le choix de pas partir sur un modèle hybride. Je pourrais t'expliquer pourquoi plus tard. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que il y a donc 60, on va dire 75%, les 3/4 des gens qui étaient motivés pour faire du full remote. Et effectivement, pendant la pandémie, ça semblait presque logique. Mais ça veut quand même dire que tu as 1/4 des gens qui étaient réticents à faire du full remote. Et 1/4 de plusieurs milliers de personnes, ça fait quand même pas mal de monde. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner toutes ces personnes, que ce soit les personnes motivées, mais aussi les personnes pas motivées, vers un fonctionnement, en plus, full remote tout de suite, donc c'est pas forcément le plus simple pour tout le monde. Ouais, et pour moi, ça me choque pas qu'on était 3/4 à vouloir un changement. Et il y avait quand même, je reviens sur les bureaux tech, sur un peu le mindset pré-pandémie, mais il faut voir qu'est-ce que c'était les bureaux, même qu'est-ce que c'est encore les bureaux de certaines sociétés qui sont, j'entends, pour certaines, assez délaissés maintenant, parce que ces bureaux-là, typiquement, ils étaient dans les centres-villes. Et moi, j'ai de la chance, je vais à Montmartre, j'étais à 12 minutes du bureau, mais quelqu'un qui est à 1 heure et demie de Paris, matin et soir, c'était compliqué. Mais, par exemple, moi, j'aurais pu être dans les 25% qui voulaient continuer à travailler au bureau. C'était pas le cas, parce que moi, ça m'allait très bien de continuer en télétravail. D'ailleurs, j'ai travaillé 11 ans en télétravail avant Dropbox dans mon emploi précédent. Mais je peux comprendre que certains qui avaient jamais été en télétravail se sentaient, ils avaient peur, et c'était l'inconnu. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a mis en place pour accompagner ce changement? Je vais répondre à ta question. Avec Virtual First, bon, et je pense que c'est ça qui a vraiment aidé à débloquer le truc, puis à ce que les gens puissent se projeter. On a mis en place quelque chose, moi, je trouve formidable, et même c'est formalisé.
c'est la flexibilité des horaires de travail et la liberté pour nos collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un collègue n'est pas connecté cet après-midi ou il n'est pas là lundi matin, c'est normal. Mais non seulement c'est normal, c'est son droit dans notre modèle de Virtual First. Si mon manager m'écrit cet après-midi puis je réponds pas, même un vendredi après-midi, ça le choque pas. Et je vais répondre quand je vais répondre. Si on n'avait pas de rendez-vous prévu et si on n'était pas dans une zone où moi je me commit à être présent, je suis complètement libre. Et comment on a fait ça? On a créé les journées non linéaires. On a tué le concept de la journée de 9 à 5 pour nos employés. Et on a donné l'autonomie vraiment à nos employés de s'adapter à leur manière de vivre. Moi, par exemple, je suis parent d'enfants, pardon, et d'élèves aussi, une petite fille de 5 ans. Donc, j'ai un emploi du temps que je dois structurer en fonction de l'école. Le mardi, mercredi, des fois, j'ai 3 enfants à la maison, donc je peux moins avoir de rendez-vous importants de type podcast comme aujourd'hui, enregistré où il faut que ça soit calme. Donc, moi, j'ai mon horaire qui est différent d'un célibataire qui est lève tôt ou d'un autre collègue qui est couche tard et lève tard. Chacun s'adapte à cette nouvelle réalité. Chacun adapte surtout sa journée de travail comme ils veulent. Par contre, on a certains comportements qu'on a mis en place aussi pour arriver à travailler ensemble. On a déjà, après avoir tué la journée linéaire, on est passé à un mode de travail synchrone toute la journée, donc qui est l'expérience de la plupart des gens de 9 à 5, même 9 à 5, je pense en France, c'est plutôt de 9h30 à 6h30. On est passé d'un mode synchrone toute la journée, donc aligné, à un mode asynchrone par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on challenge tout ce qui est synchrone, tout ce qui est demande de réunion en direct à l'interne. On se pose la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça en direct? Est-ce que j'ai besoin qu'on se voit pendant une demi-heure, 1 heure? Tout n'a pas besoin d'être discuté en direct. On garde ça seulement pour ce qui est les débats, les discussions, les décisions. On appelle ça les 3D. Et on a même demandé au départ à tout le monde de faire le ménage des calendriers, des agendas et de supprimer le plus de réunions d'équipe ou de réunions récurrentes qui n'étaient pas des réunions où on avait besoin de la faire en direct. Donc ça a été super important. Mais aussi, on a quand même besoin de se synchroniser parfois. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les heures de collaboration. Les heures de collaboration, c'est des blocs à peu près de 4 heures par jour où je dis, moi, je suis disponible à travailler en collaboration. Moi, D'accord. Pour moi, vu que je travaille avec l'Asie, l'Europe, mais aussi les États-Unis, je me suis mis le matin, j'ai 2 heures où je suis disponible. Et là, j'accepte les réunions. Les gens peuvent venir dans mon calendrier. Mon agenda est ouvert. Et les gens peuvent venir me mettre un rendez-vous si ça fait partie des 3D. Et l'après-midi, en fin de journée, comme ça, je peux travailler avec mes collègues aux États-Unis. Donc, les heures de collaboration nous permettent de se retrouver. Mais surtout, ça me permet aussi d'avoir des blocs où je peux être dans mon focus à moi. Ouais. C'est très intéressant, la migration vers du synchrone vers l'asynchrone et puis d'essayer de casser la journée. Mais du coup, ça me fait poser la question de quelles ont été les réactions des employés, même si j'imagine que elles ont été bonnes, parce que si tu dis à quelqu'un, écoute, à partir de maintenant, t'as plus d'horaire fixe, tu adaptes toi-même ta journée, j'imagine que du coup, ça apporte beaucoup de liberté à tout le monde et donc les employés sont contents. Mais du coup, je me pose aussi beaucoup la question des managers, parce que pour le coup, quand tu manageais des personnes qui étaient assises sur une chaise tous les jours de 9 à 5 ou à 18, c'est beaucoup plus facile à manager que des gens qui sont là de manière ponctuelle, tu sais jamais trop. Enfin, tu vois, comment est-ce que les managers l'ont perçu? Ouais, les managers, c'est une bonne question parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment une pierre très importante à l'édifice du Virtual First. Parce que c'est un des liens directs que moi, par exemple, mon manager, c'est lui qui va savoir si j'ai une bonne relation avec lui, s'il y a une bonne relation avec moi. C'est de lui que je vais avoir certaines informations. Donc, l'information descendante, c'est super important que ça soit bien poussé au manager. Déjà que lui, il reçoive la bonne information et que lui, il me la pousse bien. Je pense que les managers, au début,
ils se sont sûrement posé des questions, mais d'un côté, eux aussi retrouvaient une liberté familiale, un équilibre de vie privée, vie professionnelle. On avait aussi une culture déjà très open. On n'était pas en mode il faut travailler de 6 heures le matin à minuit. Pour nous, l'important, c'est qu'on avance, qu'on réalise nos objectifs. Donc, les managers, je pense qu'ils l'ont pas vécu comme un choc non plus. Ils l'ont ni comme une perte de contrôle parce que on a bien été briefé aussi que la liberté, le bien-être, la flexibilité, ben c'était un plus pour tout le monde. Que c'était important pour nous aussi parce que on se rend compte aussi que c'est important. Je veux dire, il y a plein d'autres sujets qu'on va pas avoir le temps d'aborder aujourd'hui, mais le quiet quitting, la démission silencieuse, les jeunes qui bougent de société à gauche à droite. Donc, on s'est rendu compte que c'était important aussi cette liberté et flexibilité pour le bien-être de nos collaborateurs, mais aussi pour attirer les talents et pour garder nos talents. Donc, nos managers, ils sont conscients de tout ça. Ensuite, quelle a été la réaction de nos employés? Je te dirais, après la mise en place, après avoir été formé, après avoir compris le concept, et après quelques mois de mise en place, on a fait des enquêtes, on a des sondages récurrents là, dans notre société, des enquêtes d'opinion pour nos employés de façon anonyme. Et on s'est rendu compte que la satisfaction globale de nos employés est en hausse. Depuis la mise en place de Virtual First, la fin des horaires de travail traditionnels. La majorité des employés se sentent bien dans le cadre du Virtual First, 82%, plus productif, 78%, plus efficace, 80%, et surtout, plus de 70% ont un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et je trouve ça magnifique parce que finalement, on a donné un meilleur équilibre de vie à plus de 70% des collaborateurs de Dropbox. Et juste ça, moi je trouve ça très beau. Et dernier point, on a, ça aussi c'est magique, les meilleurs taux de rétention de l'histoire de Dropbox depuis la mise en place de Virtual First. Donc on n'a jamais eu autant une meilleure rétention d'employés que depuis la mise en place. Puis peut-être juste de dire pour moi quelle a été ma réaction à moi, ou en tout cas qu'est-ce que j'ai ressenti après. Moi, qu'est-ce que ça m'a donné? Moi, ça m'a donné plus de temps avec ma famille, beaucoup plus de temps. Avant, je partais au bureau à 8 heures le matin, même si j'étais pas loin. 8 heures le matin, je devais partir à 6h15, mais souvent, je restais plus. Donc, je voyais beaucoup moins ma famille. Maintenant, je vais porter ma fille à l'école. J'ai du temps pour petit déjeuner avec elle, des fois à déjeuner à la maison, je peux aller la chercher à l'école. J'ai pu changer de rôle aussi. Avant, mon patron était à Paris. Maintenant, j'ai un nouveau manager à Londres, un nouveau poste que j'ai changé pendant la Virtual First. Avant, j'avais une hygiène de vie un peu moins bonne parce que chaque midi, on allait manger au restaurant. J'avais pas le temps de faire de sport parce que j'étais... Ouais, pas que des frites, on mangeait quand même bien. Au resto, manger des frites. Quand tu manges que du resto tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et surtout, j'avais moins de temps pour le sport parce que je travaillais beaucoup, beaucoup. Maintenant, à chaque midi, je me force à déconnecter de mon laptop entre midi et demi et 2 j'ai bloqué mon agenda, c'est en rouge, j'écris lunch time and sport time. Et chaque midi, je fais soit une marche de 6 km sur la butte Montmartre, soit je cours, je fais un petit footing. Et un autre truc sympa, c'est que j'avais un scooter avant qui m'a été volé le jour du début de la pandémie, hasard. J'en ai jamais racheté et je me déplace plus en scooter, plus en voiture, je fais tout à pied. Je peux rester dans mon quartier que j'adore tant, Montmartre, et puis j'ai plus besoin d'avoir de véhicule. Donc je trouve ça magnifique. Je pollue moins. Ouais, c'est super intéressant. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le retour d'expérience, c'est que donc vous êtes plusieurs milliers de collaborateurs chez Dropbox et en fait la majorité des gens sont contents parce que on en parlait avant d'enregistrer cet épisode en off. On a souvent tendance à penser que surtout le full remote on a tu vois dans l'inconscient collectif le télétravail hybride quelques jours par semaine, ça peut correspondre à tout le monde. Mais le full remote, il y a quand même cette idée que ça correspond pas à tout le monde, que ça va très bien au développeur qui est introverti, qui passe sa journée à coder, mais que ça irait beaucoup moins bien à quelqu'un de plus extraverti avec je sais pas, un métier plus relationnel.
Et en fait, on se rend compte que sur plusieurs milliers de personnes, en fait, ça correspond à peu près tout le monde, quoi. Tout le monde est à peu près content du résultat. Tout le monde y retrouve de la liberté, un équilibre travail, vie perso, vie pro et tout ça, quoi. C'est hyper intéressant comme retour d'expérience, je trouve. Ouais, et même il y a un autre point et par rapport à ce que tout le monde se retrouve, même s'il y a une partie qui était moins sûre au départ, maintenant on a fait aussi un autre dans une autre des questions de l'enquête, c'était est-ce que vous vous sentez capable de réussir dans votre travail dans le cadre de Virtual First? Et là aussi, je crois qu'on a une large majorité, j'ai plus le pourcentage, mais c'est dans les mêmes eaux là. Donc, les gens sont plus productifs, plus efficaces, meilleur équilibre privé, mais surtout se sentent capables de faire leur travail. Peu importe que ce soit des ingénieurs, des commerciaux, des marketing. On a livré des nouveaux produits au mois d'octobre. On a des bons résultats d'entreprise. Notre action se tient bien cette année, qui est une des meilleures dans le monde de la tech par rapport au contexte. Et les gens, en plus, sont productifs et se sentent productifs. Donc, c'est très positif. Pour revenir un petit peu sur le changement et l'accompagnement au changement de mode de travail, est-ce que tu peux nous dire peut-être grossièrement combien de temps est-ce que ça a duré entre le temps où vous décidez de partir en Virtual First et le temps où vous êtes, on va dire, efficace, même si c'est un peu flou comme concept, et aussi est-ce que vous avez mis en place, je sais pas, peut-être des compensations parce que du coup il y a plus de bureaux, mais peut-être est-ce que vous avez distribué du matériel, est-ce que vous avez payé des chaises à tout le monde, enfin des questions un peu bêtes, mais ouais, au niveau de l'accompagnement, combien de temps et est-ce que vous avez mis en place des compensations? Ouais, donc l'accompagnement, je dirais au départ, on a eu des formations. On a aussi un kit qui s'appelle le kit Virtual First et qui est disponible à tout le monde. Donc, je t'invite à le télécharger. C'est vraiment intéressant parce que c'est un package. C'est comme un dossier avec c'est un endroit où il y a plein d'informations, que ce soit sur la productivité, sur le bien-être, sur comment mieux communiquer à distance. Et juste dans les exemples, on va avoir des liens vers des vidéos de yoga de 30 minutes pour méditer si on est stressé. On va avoir des listes de musique pour plus travailler en focus. Et donc, nous, ça a été une des façons d'accompagner nos employés. Les formations à l'interne et ça a duré quelques semaines au départ. Et après, c'est surtout on évolue tout le temps avec on s'adapte. Bien entendu, il y a tout. On n'a pas eu tout bon dès le départ, donc il a fallu qu'on s'ajuste au fur et à mesure. Et les compensations qu'on a eues, ça aussi, on a vu qu'on n'avait plus de bureau. On a donné une allocation trimestrielle à tous les employés qui permet soit d'acheter de la nourriture, des articles de sport ou des articles de bureau pour s'équiper. Donc, au départ, on peut l'utiliser pour acheter des écrans, des choses comme ça, mais on peut l'utiliser à peu près comme on veut. Moi, j'utilise, par exemple, pour des services avec ma fille. On a permis la relocalisation. Avant, c'était beaucoup plus dur de changer de pays ou de ville. Donc, avant, la majorité, même, je pense que la totalité de mes collègues en France étaient à Paris ou dans la région parisienne. Maintenant, j'ai des collègues un peu partout, à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, à Biarritz, Montpellier et sûrement ailleurs. On s'est assuré que par exemple, d'avoir un bon accès à des conseils pour la santé mentale. Par exemple, j'ai reçu un mail semaine dernière comme quoi il me restait plusieurs séances, que j'avais plusieurs séances si je voulais pour parler à quelqu'un avant la fin de l'année que je peux les utiliser. Donc, on a accès à des outils pour ça. Et un autre avantage que moi j'adore, on a une journée par mois où toute l'entreprise est fermée. Donc, on appelle ça les compagnies, les jours de congé compagnie. C'est comme un jour férié, mais pour la boîte, un vendredi ou un lundi en général à chaque mois. Donc, ça, c'est vachement cool. Et même en plus de ça, on a une politique de vacances très flexible, presque à notre guise, quoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi
de partir sur du full remote et pas sur l'hybride. Parce que justement, pendant la pandémie, les bureaux étaient fermés, donc full remote presque par défaut pour tout le monde, forcé, souvent mal fait d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de boîtes qui sont, du coup, depuis que la pandémie s'est un peu calmée ou est maintenant presque finie, beaucoup de boîtes qui sont soit retournées au bureau, soit passées sur un modèle hybride, tu vois, avec plus ou moins de souplesse en disant les gens peuvent venir au bureau ou pas, on garde des bureaux ouverts quand même et tout ça. Vous êtes parti sur quelque chose d'assez fort en virtual first, donc full remote tout de suite. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi le full remote? C'est une très bonne question. Donc, au début, on s'est beaucoup posé la question nous-mêmes à l'interne. Et pour nous, on en est venu à la conclusion que le modèle hybride pouvait amener des inégalités avec un accès inégal au bureau. Mais pas seulement au bureau, à l'information qu'on se partage dans le bureau. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, hein, certains, comme j'ai dit tout à l'heure, sont à plus d'1 heure de Paris en transport. Moi, je suis à 12 minutes en trottinette, donc c'est plus simple d'y aller ou en scooter. Donc, moi, forcément, j'irais plus souvent qu'un collègue qui vit à 1 heure et demie de RER, avec les grèves, mais aussi avec cette nouvelle réalité du travail, cette nouvelle flexibilité, aurait moins envie de faire 2 heures de voyagement par jour. Donc, il serait moins présent, il serait moins visible, il y aurait peut-être moins de chances d'évolution, il y aurait moins accès aux mêmes informations. Donc, on s'est dit, télétravail, le travail individuel pour tout le monde, c'est à domicile et on se rencontre à présentiel en équipe pour collaborer, idéalement tous ensemble. Et même l'inégalité serait accrue avec parce que avant on était confinés pas confinés, c'est un mauvais mot, mais mauvais choix de mots. Mais avant on avait que des employés à Paris ou dans la région parisienne. Maintenant on en a un peu partout en région. Donc eux auraient encore plus de difficultés à venir au bureau à Paris. Donc pour nous on a fait le choix 100% à distance, virtual first. Et du coup, ça veut dire que vous avez, est-ce que par exemple, des collaborateurs qui sont à Marseille ou dans l'ouest de la France, est-ce que de temps en temps tu dis bon là on a besoin de bosser sur un truc très précis, on se rejoint tous, ou est-ce que pour bosser un jour ou deux peut-être sur Paris, ou est-ce que vous faites de toute façon des get-together, enfin des séminaires d'entreprise tous les 2 mois, 3 mois, je sais pas. Est-ce que vous avez ce genre de type d'événements? Oui, on a des événements qui sont sur la région France. Donc, des fois, on se retrouve tous ensemble. Par exemple, semaine prochaine, c'est notre fête de Noël où on va tous être ensemble à Paris et on va aller on va passer une super belle soirée. Chaque équipe aussi se retrouve de façon trimestrielle et ensuite par région. On va aller dans nos bureaux parce qu'on a aussi toujours des bureaux ou des accès à des bureaux partagés dépendamment des villes. Et on a moyen de se retrouver. Et encore une fois, on a mis en place il y a les outils Zoom qui permettent et il y a d'autres outils qui permettent de travailler asynchrone aussi. Donc, on a plusieurs moyens de se connecter et je pense qu'on va avoir l'occasion encore plus d'aller plus loin dans le détail sur comment on a réussi à garder les liens, le sentiment d'appartenance, tout ça. Je crois. Ouais, ben justement, ça fait partie des difficultés, d'une des plus grosses difficultés du remote, de garder le lien et la communication. Et justement, c'était ma question suivante. Maintenant que ça fait 1 année ou presque 2 que vous êtes en virtual first, qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés? Comment est-ce que vous avez réussi qu'est-ce que vous avez mis en place pour surmonter ces difficultés-là? Est-ce que la communication en fait partie, notamment? Oui, tout à fait. Donc, Virtual First, on n'est pas arrivé le jour 1 et tout était parfait et on n'a jamais eu besoin de s'adapter. Donc, on s'ajuste constamment. Et on s'est rendu compte qu'un des challenges, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'un des challenges, c'était de nouer des liens faibles. Qu'est-ce que c'est un lien faible? C'est les liens avec les collègues qui sont pas dans mon équipe directe. Qui sont les liens forts. Donc, ceux avec qui je travaille directement dans mon équipe intelligence ou les équipes avec lesquelles je collabore plusieurs fois par semaine, là, les liens, ils restent, ils se créent facilement. Mais par exemple, moi, dans mon bureau, j'avais quelqu'un de l'équipe juridique, un de mes collègues que j'apprécie beaucoup. On buvait des cafés à chaque jour, on jouait à la console pendant la pause, on allait déjeuner ensemble le midi. On partageait beaucoup d'informations par rapport à la boîte, par rapport à la culture, ça créait de l'appartenance.
Donc, ces liens faibles sont beaucoup plus durs à garder, à créer, mais aussi à garder. Donc, on s'est vite rendu compte de ça. Et on a mis en place plusieurs solutions. J'ai pas eu l'occasion de parler de nos bureaux. Donc, les bureaux avant, c'était des bureaux. Il était super confortable, il y avait plein d'avantages, mais c'était des bureaux créés pour le travail individuel. Donc, chacun avait son bureau, son espace de travail individuel. Donc, on a réinventé le bureau, on a créé ce qu'on appelle des studios. On a pris nos bureaux, on les a tous redesignés, reformatés et on a créé des bureaux qui sont pour collaborer, pour se rencontrer, pour créer des liens, stimuler l'innovation. Ensuite, on a créé les concepts de quartiers. En anglais, on appelle ça les neighborhoods. Par exemple, on a un quartier France, un quartier Paris. Et ça correspond à un canal sur la messagerie instantanée. Et ça nous permet de se regrouper. Après, on a des cours, pas des cours, des activités qui peuvent être des cours de yoga ou des cours de classe culinaire virtuelle qu'on fait ensemble par communauté, que ce soit l'équipe Paris, dépendamment du type d'activité. Des fois, on peut aussi se décider, par exemple, la communauté Paris d'aller boire un verre ensemble ou la communauté France de se faire une activité par Zoom ou de se voir en vrai comme la semaine prochaine. On a aussi des communautés virtuelles pour créer des liens faibles en dehors de nos communautés de quartier. Ça s'appelle Coffee Box. C'est pas mal. C'est un outil qui permet de prendre rendez-vous avec de façon aléatoire avec des collègues qu'on connaît pas, avec qui on ne travaille pas. Et on va parler pendant 30 minutes, faire connaissance, échanger. Et derrière, ça peut créer des nouveaux liens. On peut se revoir avec ce qu'on appelle les coffee chats. Ça, c'est un autre concept de la culture de Dropbox qui existait en vrai et qu'on a traduit en virtuel. Moi, quand je suis arrivé chez Dropbox, il y a plus de 4 ans et demi, on m'a dit, il faut faire des coffee chats avec plusieurs de ses collègues. On m'a dit lesquels. J'ai dit, c'est quoi un coffee chat? Tu prends un rendez-vous dans l'agenda, dans le calendrier, l'agenda de ses collègues. Tu fais juste leur faire un rendez-vous, tu écris coffee chat dans l'intitulé et tu vas voir, on se connecte par Zoom ou en vrai si on est près l'un de l'autre. Mais c'était souvent en vrai dans le même bureau. Et là, on buvait un café ensemble et on faisait connaissance. Et c'était souvent récurrent à chaque semaine, 2 semaines, des fois un mois. Et là, on a gardé ce concept, mais en virtuel. Donc, par exemple, j'ai une collègue hier qui m'a mis un rendez-vous pour la semaine prochaine, mardi, coffee chat avec Mathieu. Elle me dit « Salut, j'aimerais boire un café avec toi. » J'ai même écrit sur Slack, j'ai dit « Rassure-moi, tout va bien. » Elle dit « Oui, je veux juste te parler, ça fait longtemps. » Donc, on se fait un coffee chat. J'étais content que tout allait bien pour elle. Et finalement, le dernier point que je voulais aborder, c'est les weekly, ce qu'on appelle les rendez-vous hebdomadaires d'équipe ou de communauté. Donc, chez Dropbox, chaque lundi matin à 11h, toute l'équipe France, on a 45 minutes où on se rencontre tous et c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, sur quoi je travaille, qu'est-ce qu'il y a d'important à partager. C'est un mix pro et vie privée, c'est vachement intéressant. Et ensuite, j'en ai aussi un, par exemple, avec mon équipe directe. Donc, chaque lundi après-midi, toute mon équipe intelligence, on se rencontre un peu sur le même modèle. Donc, ça permet de garder une proximité. Ouais, donc vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts pour contrer un peu le manque de communication ou la disparition des communications, on va dire informelles, dues au full remote. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez aussi, parce que du coup tu me disais que vous étiez en asynchrone, donc vous travaillez plus de manière synchrone, pour le dire autrement. Est-ce que vous avez aussi rencontré des difficultés sur la communication vraiment ultra professionnelle? Est-ce que du coup vous avez été amené à par exemple mettre en place de la documentation, changer votre manière de travailler ou de mettre en place des process, ce genre de choses? C'est des choses que vous avez fait aussi? Très bonne question. C'est un autre point qu'on s'est rendu compte assez rapidement, qui était un point amélioré, c'était la communication. Je parlais du chaos des rendez-vous Zoom au début, là, où tout le monde faisait du Zoom de 8 à 6 et puis avec des pauses de 15 minutes entre les Zooms. L'autre point qui est vite arrivé, c'était la communication. On s'est retrouvé avec une surcharge d'informations
de volume d'informations entrantes et de mails et de Slack et de tout ça se mélangeait, mais les gens ne savaient plus comment communiquer. Tout ce qui se disait en présentiel, ben maintenant, ça rentrait en email. Qu'on a été obligé de mettre des nouvelles lignes directrices pour réduire ce bruit parasite puis toutes les sources de distraction qui se créaient, parce qu'on n'arrivait plus à travailler. En fait, on n'avait que des rendez-vous Zoom puis que des distractions. Je vais donner un exemple concret. Dans le bureau de Paris, on avait un gong, un gros gong, et chaque fois qu'on gagnait un nouveau client, il y avait un coup qui était donné sur le gong, on se levait tous, et là, la personne qui avait gagné un nouveau deal nous expliquait pourquoi, comment, on échangeait sur le pourquoi du comment, et là, on félicitait la personne, ça durait 5 minutes, et là, on retournait à notre travail. Sauf que ça a été remplacé par un mail. Donc là, il y avait un mail qui partait à toute l'Europe, par exemple, j'ai gagné un nouveau client, et là, ça crée des chaînes de mails interminables où « Bravo! Super! J'ai une question! » Ouais, c'est ça. Donc, on s'est rendu... Au début, c'était super, et après quelques semaines, même quelques jours, je dirais, on s'est rendu compte que ça pouvait pas fonctionner comme ça ad vitam aeternam. On a trouvé une solution pour les gongs. On a remplacé par un canal Slack où il n'y a pas de notification qui m'est envoyée à chaque fois qu'il y a un nouveau deal qui est gagné. Et là, par exemple, un manager qui gagne un deal avec un membre de son équipe va aller écrire « J'ai gagné un nouveau deal, merci à l'équipe, telle personne. » Et là, il y en a qui font juste mettre un thumbs up, il y en a d'autres qui vont aller dire « Bravo » dans un thread. Et ça nous crée beaucoup moins de bruit. Moi, j'y vais une fois par jour, par exemple, puis moi aussi, je fais des pouces levés et je dis bravo à l'équipe. Beau travail d'équipe, mais c'est plus à chaque 5 minutes ou à chaque demi-heure que je reçois un mail de quelqu'un qui félicite la personne. On a aussi, sur un autre sujet, avant, les managers recevaient des tonnes de mails d'informations sur plein de process ou plein d'informations importantes. Donc, on a mis en place une newsletter bi-hebdomadaire pour les managers avec toute l'information qui est importante pour eux. Et ça aussi, au début, ça a été un changement de mentalité, mais maintenant, on sait que si j'ai de l'information à pousser à des managers, il faut que ça aille dans cette lettre bi-hebdomadaire. Donc, c'est un document collaboratif. J'y vais, je rentre mon information. Ça s'appelle TLDR. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Ça veut dire Too Long Do Read. Dans la tech, on a... Dans la tech, on a ce TLDR, même dans les mails, dès que ça fait plus que 10 lignes, on a un TLDR. Ça aussi, moi, ça a été nouveau pour moi quand je suis arrivé chez Dropbox. Un autre conseil ou un autre truc, je trouve pas le mot que je cherchais, mais un autre truc qu'on a mis en place, c'est les scoop calls ou les réunions scoop. Avant, un peu sur le même modèle que les managers, on avait beaucoup d'annonces à faire à nos équipes commerciales, surtout comme les équipes commerciales. Par exemple, un nouvel outil ou une nouvelle release de produits ou un nouveau process pour la vente, un contrat qui a changé, ça arrêtait plus, les mails là-dessus. Donc, on a créé cette rencontre qui est à chaque 2 semaines aussi. Ça, c'est en Zoom, en vrai. En direct. Ça dure 1 heure dans notre agenda. Et là, par exemple, moi, quand j'ai des nouveaux updates par rapport à mon travail que je fais pour l'équipe commerciale, je vais aller me mettre dans la réunion. Je vais prendre un créneau de 5-10 minutes, dépendamment de ce que j'ai comme mise à jour à faire pour l'équipe. Et là, je vais faire ma mise à jour. Il va y avoir toute l'équipe commerciale qui va être présente. Et en plus, on envoie un autre newsletter à chaque 2 semaines, donc pour le scoop call. Avec toute cette information-là. Donc, ceux qui peuvent pas être présents en direct, ils vont recevoir une newsletter à chaque 2 semaines qui est disponible par mail ou sur notre endroit de partage de documents. Et ça aussi, ça nous a aidé à réduire les réunions Zoom et le nombre de mails. En fait, vous avez vraiment bossé pour réduire le flot de mails et de réunions, quoi. Et grouper. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer? Est-ce qu'il y a des points particuliers qui sont encore difficiles au bout d'un an ou deux de full remote? Je pense que ça, c'était les points principaux. Je dirais, je remettrais de l'emphase sur des points d'attention, peut-être des conseils. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Ça cache peut-être d'autres challenges qu'on a eu au début, qu'on a réussi à
à améliorer, mais les conseils pour ceux qui voudraient passer un travail à 100% télétravail ou une majorité télétravail, on a parlé du leadership, mais le leadership, c'est super important. Moi, mon manager, c'est lui qui va me dire, là, Mathieu, il faut que genre, tu travailles trop, ou c'est lui qui va essayer qui non seulement c'est ma source d'information, mais c'est mon mentor, c'est lui qui est là pour être garant de mon bien-être, de ma santé mentale, et nous, c'est super important. Donc, avoir un leadership humain, ne pas avoir peur aussi pour moi, le télétravail, il faut forcément donner une certaine flexibilité, une certaine liberté et avoir la confiance. Parce que si c'est pas le cas, moi je reviens encore au début ce que j'ai dit avant, mais si on est en télétravail puis on fait pas confiance à nos employés, à nos collaborateurs, à nos collègues, et si on se pose la question de qu'est-ce qu'ils font s'ils sont pas en ligne sur la messagerie instantanée, ça marchera pas. Ça va créer des tensions. Et surtout, on est dans un nouveau monde. Moi, s'il faut que j'aille chez le coiffeur lundi à 3h30 l'après-midi, ça dérange personne et j'ai le droit. C'est mon droit en tant qu'employé et je trouve que ça, c'est beau. Donc, la liberté, un leadership bienveillant qui est là pour justement donner de la confiance, donner de la flexibilité. Ensuite, la technologie, très important. Point numéro 1, moi, je conseille calendrier partagé. Zoom, technologie très importante aussi, naturellement. Moi, j'adore. Des fois, on utilise d'autres technologies, mais j'y arrive pas. Pour nous, ça nous fait sauver beaucoup de temps. Souvent, je vais être sur Slack avec des collègues et puis qui est l'autre outil pour moi indispensable. Donc, Zoom et Slack qui vont très bien ensemble. Ensuite, un endroit pour avoir un contenu partagé, tout le monde avoir accès aux dernières versions des documents, pouvoir collaborer autour des documents des dernières versions. Dropbox, c'est un des cœurs de nos métiers. Une solution de signature électronique, on en a une, Dropbox Sign, mais il y en a d'autres qui utilisent. La meilleure, c'est bien entendu, selon moi, en tout cas, la nôtre. Il y a un outil aussi qui est très, très, très populaire là chez Dropbox, qui a été je cherche le mot en français, je vais utiliser un anglicisme, qui a été release en octobre. Ça s'appelle Dropbox Capture. Je t'invite à aller l'utiliser. C'est génial. C'est un outil où on peut partager notre écran. On enregistre notre écran. On peut mettre notre vidéo ou pas. Donc, une pastille avec notre tête et on parle. Là, par exemple, je travaille sur un nouvel outil avec mes collègues. Mon collègue est à Boston. Je voulais lui montrer un bug que j'avais trouvé et que j'avais réussi à recréer. J'ai fait un petit vidéo de 1 minute 22. Où je dis, voici comment je suis arrivé à mon bug, qu'est-ce que tu en penses, j'aimerais ça que tu regardes qu'est-ce qui se passe. J'ai créé un lien, j'ai envoyé par Slack et c'était réglé. Je viens de sauver un rendez-vous de 30 minutes peut-être sur Zoom en faisant ça. Donc, Dropbox Capture. Ouais. Ensuite, la culture, j'en ai parlé, mais la culture, très essentielle. Je reviens sur flexibilité, liberté, confiance. 3 mots très importants pour moi dans le remote. Tu parles beaucoup des digital nomades, j'imagine, mais il y a des jeunes qui aiment ça bouger. Donc, pour nous, dans le cadre de la législation fiscale, si ça respecte la législation fiscale des contrats selon les pays, les gens ont la flexibilité d'aller travailler comme ils veulent. Moi, si par exemple, je suis allé travailler au Canada, je pense que ça peut-être déceler une petite pointe d'accent québécois, mais mes parents sont au Canada, donc si je veux aller travailler au Canada, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, mais du moment que tu respectes les 4 heures de disponibilité avec tout le monde, là, c'est bon, quoi. Donc, parce que le Canada, il y a 6 heures de décalage. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais je m'ajuste. J'ajuste mon bloc de 4 heures. Ouais. Je m'entends avec mes collègues. L'important, c'est que je bloque pas personne dans le travail. Puis on est super flexible. Ok. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant d'avoir votre retour d'expérience. C'est un super retour d'expérience d'avoir bougé autant de personnes en full remote, donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir écouté Génération Remote.
Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.